y aller? C'est bon. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, je vous invite à vous asseoir. Pierre-Yves, est-ce que nous avons en même temps la visioconférence? Voilà. Est-ce que vous savez si M. Wang Wei est en ligne? Oui, nous sommes en visioconférence et nous aurons parmi les participants à la visioconférence M. Wang Wei qui a soutenu sa thèse de doctorat sous ma direction. Il a fait une thèse de doctorat en histoire économique sur Saint-Gobain et l'Europe. Et cet étudiant, issu de l'université Sun Yat-sen de Canton, dont on va parler dans un instant, est actuellement en poste à l'UNESCO, où il travaille auprès de la directrice générale. Il n'est pas dans la délégation chinoise, il fait partie du staff de la directrice générale. Et dès qu'on l'aura en ligne, il vous dira un mot. Si nous ne l'avons pas en ligne, nous allons peut-être commencer pour ne pas retarder la séance. Vous pouvez installer le PowerPoint. Alors, l'objectif de cette réunion, c'est de vous faire un compte-rendu, en quelque sorte, de la mission que j'ai effectuée en Chine du 30 octobre au 14 novembre. Et cette présentation va se faire selon le plan suivant, si vous voulez bien le présenter. Voilà, je vais d'abord revenir sur le pourquoi de cette mission en Chine, et puis dans un deuxième temps, j'évoquerai avec vous le point numéro 1 de ce déplacement, c'est-à-dire une intervention à l'université de Pékin, qui est la deuxième plus prestigieuse université en Chine, après celle de Tsinghua, qui se trouve tout près. Et j'y suis allé pour intervenir comme l'un des keynote speakers du forum de Pékin. Je suis intervenu en conclusion, vous verrez comment. Et puis à cette occasion, j'ai rencontré le premier secrétaire du parti de l'université de Pékin. Ça m'amène à donner une précision qui va peut-être de soi, mais qu'il vaut mieux tout de même rendre explicite. C'est que en Chine, très fréquemment, quand on va dans une institution, il y a le directeur général, le chef d'établissement, et puis à côté, il y a un numéro 2. Un numéro 2, alors, ça n'a rien d'anormal, sauf que si vous visitez les locaux, vous apercevez que le numéro 2 a souvent un bureau plus grand que le numéro 1. Donc, vous arrivez très vite à cette conclusion qu'en fait, le numéro 2, c'est le secrétaire général du parti. Voilà. Pour que les choses soient bien claires, le premier secrétaire du parti de l'université de Pékin est quelqu'un qui a été auparavant président de l'université de Pékin. Voilà. Et puis ensuite, je me suis déplacé dans la province qui entoure Pékin, qui
qui s'appelle le Rebei, à l'université du Rebei à Baoding, qui est une des grandes cités de cette immense province, qui est grande comme 4 fois la France à peu près. Je me suis rendu ensuite à Hangzhou. Hangzhou, c'est la capitale du Zhejiang, province située juste au sud de Shanghai, et qui a pour capitale Hangzhou. Hangzhou, le siège d'Alibaba, de l'entreprise de Jack Ma, bien connue. Et j'y ai visité deux des universités, dont l'université du Zhejiang, qui est la 4e plus prestigieuse université en Chine. Et puis enfin, j'ai terminé, rejoint à ce moment de mon parcours par Pierre-Yves Belfils à l'université Sun Yat-sen de Canton, Guangzhou, dans la province du Guangdong, qui est la plus grande, la plus riche province de Chine. Le Guangdong, c'est à peu près 130 millions d'habitants, c'est à peu près l'importance du Japon, et du point de vue économique, ça se compare avec la Grande-Bretagne. Vous voyez, c'est un ensemble très important, avec, bien, on va le voir, d'autres cités très importantes à proximité. Nous y sommes allés pour une cérémonie de remise de documents. Il y a une suite à notre plan. Voilà. Nous avons ici la carte et vous voyez bien où se situe Pékin. Baoding, dont j'ai parlé tout à l'heure, est une ville qui se situe à mi-chemin entre Beijing et Shijiazhuang, la capitale du Rebei. Et puis ensuite, vous voyez, je me suis rendu à Hangzhou, au sud-ouest de Shanghai. Enfin, j'ai terminé à Guangzhou. Et puis ensuite, je suis revenu de Guangzhou à Pékin pour retourner en France. Au total, ça fait quand même beaucoup de kilomètres en l'espace de 15 jours. Voilà, nous pouvons passer au point suivant. Et dès que vous voyez se manifester M. Wang Wei, il est arrivé. M. Wang Wei est là? Alors, comme nous arrivons à l'ouverture du Forum de Pékin, je vais donc demander à M. Wang Wei de se présenter et de nous dire quelques mots de cette mission que j'ai effectuée avec lui en Chine. Vous nous entendez, M. Wang Wei? Monsieur Wang Wei? Alors, je continue et dès qu'il est prêt, nous lui passerons la parole. Je me suis donc rendu au Forum de Pékin, dont le thème était l'harmonie des civilisations et la prospérité pour tous. Enfin, un thème qui ne fâche personne, hein, vous en conviendrez, et qui est tout à fait dans l'idée chinoise d'harmonie universelle. Enfin, voilà. Cela m'amène à revenir sur les raisons de ce déplacement. La première raison, c'est que depuis très longtemps, depuis 2010, pas très longtemps, mais depuis longtemps, 2010, eh bien, je me suis rendu en Chine, d'abord à l'université Sun Yat-sen, où j'ai fait soutenir une thèse en co-tutelle
avec le professeur Liu Wenli de cette université, et j'ai conservé jusqu'à aujourd'hui des liens étroits avec l'université. Et puis ensuite, j'ai eu une deuxième expérience en Chine à travers un projet commun de Sorbonne Université, de l'Université de Montpellier III et de l'Université Yenmin de Pékin, qui est la troisième plus prestigieuse université de Pékin. Et j'y ai assuré un enseignement de master pendant 3 ans. Et puis, à cette époque, oui, j'ai bien vu que M. Wang Wei était arrivé, à cette époque, j'ai établi des liens avec l'université du Zhejiang à Hangzhou, avec le professeur Liu Yimin qui a rejoint la deuxième section comme correspondant il y a quelques années, et qui est le secrétaire général de l'Association des historiens chinois spécialistes de la France. Et avec lui, nous avons organisé, dans le cadre des congrès mondiaux d'histoire, d'abord à Jinan, dans la province du Shandong en Chine en 2015, puis à Poznan en 2022, des sessions conjointes des congrès correspondants, dont le thème a porté pour le premier sur la mondialisation et le deuxième sur le Second Empire. J'ai par ailleurs été recruté à la Yenmin University of China, à Pékin, où j'ai assuré pendant 3 ans, durant une durée de 6 mois, un enseignement et la direction de projets de recherche franco-chinois qui se sont traduits notamment par l'organisation de 2 sessions majeures des congrès de l'International Economic History Association à Boston en 2028 et puis à Paris en 2022. La Covid est arrivée là-dessus, les relations se sont temporairement arrêtées et c'est très récemment que j'ai pu renouer avec ce réseau chinois grâce à Wang Wei, à qui je vais passer la parole maintenant pour se présenter et nous dire 2 mots de son action en faveur des relations franco-chinoises. Je vous en prie. Le son. Il n'y a pas de son. Ouvrez votre son. Voilà, je crois qu'il a entendu. Mais ce n'est pas la nôtre. Bon, monsieur Wang Wei, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Je vais donc continuer si vous en êtes d'accord. Monsieur Wang Wei, on reprend dans... Je vais parler de l'université de Pékin et puis vous repassez la parole. Vous essayez de trouver une solution pour le son. Ah, alors,
Si la connexion est très mauvaise, je le relais et nous allons passer la diapo suivante. Si vous pouvez revenir au PowerPoint. Voilà. Donc la diapo suivante. Non, ça c'est pas. Voilà la suivante. La suivante. Voilà. Alors le forum de Pékin est une manifestation à la fois médiatique et scientifique très importante qui a lieu chaque année et dont l'un des pratiquants les plus réguliers, et ça ne vous étonnera pas, notre ancien ministre Raffarin. À vrai dire, il était absent cette fois-ci parce qu'il y avait en même temps la foire de Shanghai. Mais j'ai eu la chance de rencontrer au cours de ce forum Pascal Lamy, qui était invité d'honneur. Comme vous le savez, les Chinois sont d'ardents propagandistes du libre-échange, et Pascal Lamy, ayant dirigé l'OMC, est un partenaire évidemment très, très identifié par eux, et sans doute dont la fréquentation est utile. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Alors, il y a d'abord eu une séance d'ouverture, dont vous avez ici la présentation. Vous remarquerez qu'il y a un ancien Premier ministre du Pakistan, ce qui n'est pas du tout étonnant, mais qu'il y a aussi Romano Prodi, ancien Premier ministre de l'Italie et commissaire européen. Et puis, si vous le notez, vous avez aussi le président d'un grand groupe coréen qui est en fait co-sponsor avec l'université de Pékin de ce forum. Voilà. Nous passons à la diapo suivante. Diapo suivante, voilà. Alors, ça, ce sont les keynote speakers de l'ouverture, et vous noterez que parmi les différents personnages, il y a eu Gérard Albert Mourou, prix Nobel d'économie 2018 et spécialiste mondialement renommé des lasers. Passons à la diapositive suivante. Voilà. Il s'agit de la séance de clôture, et c'est là que je suis intervenu pour faire une conférence, vous voyez, en tant que keynote speaker, également avec notamment deux professeurs britanniques, spécialistes de la Chine. Nous continuons. Alors, j'y ai présenté une conférence que je ne vais évidemment pas vous résumer ici. J'irai vraiment très vite. J'y étais invité pour parler des réalités et des limites du développement économique de l'Afrique depuis le début des années 2000. Le début des années 2000, c'est une période de très forte montée en puissance de l'influence économique de la Chine dans cette région, et évidemment, les Chinois sont très intéressés à ce qu'on peut leur dire à propos de l'Afrique. Alors, l'importance de la croissance démographique et des contraintes qu'elle impose à l'économie, la montée en puissance de l'Afrique, avec au sein de l'économie mondiale, malgré tout ce qu'on peut dire, un poids grandissant, certes pas grandissant dans une proportion spectaculaire, mais grandissant, avec un pluralisme dont les Chinois ont maintenant de plus en plus conscience, mais des challenges qu'on peut retrouver de manière commune.
Et comme on ne peut pas parler de tout, j'ai fait le choix de me centrer sur l'économie du Nigeria, puisque l'économie du Nigeria, c'est l'une des deux plus importantes économies de l'Afrique subsaharienne avec l'Afrique du Sud. Simplement une différence, la croissance démographique de l'Afrique du Sud est en train de se ralentir, tandis que la croissance démographique du Nigeria, elle suit une exponentielle. On sait qu'en 2050, Lagos sera la ville la plus peuplée du monde, avec peut-être 60 millions d'habitants. Enfin voilà, on est dans une perspective où finalement le Nigeria symbolise un peu l'émergence de l'Afrique. Alors, évidemment, on y retrouve les caractéristiques des économies africaines, une économie duale, une importance considérable du travail informel et aussi du secteur public. Un secteur public dont les performances sont notablement mauvaises parce que les entreprises publiques, c'est la chasse gardée des partis au pouvoir. Voilà, avec le détournement bien connu des ressources au profit d'intérêts privés. L'exemple le plus important, c'est le fait que tout au long des pipelines au Nigeria, eh bien, il y a des prélèvements qui sont effectués par toutes sortes de pirates, qui peuvent être des pirates non officiels, mais qui le plus souvent sont des pirates officiels. Voilà. Vous pouvez remettre la photo à sa taille, s'il vous plaît. Non, vous ne pouvez pas rester à... Voilà, vous restez là. Et j'ai choisi un exemple particulier d'entrepreneur africain qui symbolise l'émergence de l'Afrique. C'est Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique et qui, autour du ciment, et grâce notamment à des connexions fortes avec la banque islamique, a construit un empire dans le domaine des matériaux de construction qui en fait un concurrent tout à fait compétitif avec les grands Européens ou Chinois du secteur. Pratiquement, Aliko Dangote a un avantage compétitif sur tous les non-africains dans ce secteur. Voilà, et j'ai terminé par une conclusion. On peut passer à Voici Monsieur Wang Wei, hein, c'est le jeune homme qui est au premier plan. Et puis à ma droite, il y a Monsieur Du Yue, qui est depuis longtemps le représentant chinois à l'UNESCO, hein, et avec qui j'ai fait le voyage. Je crois que M. Oliver le connaît très bien, puisque M. Oliver lui loue un parking à Paris. Voilà. Nous allons passer à la suite. Alors, après le forum de Pékin, vous pouvez stabiliser les images, s'il vous plaît, ça serait aussi bien. Voilà, stabiliser l'image. Ici, nous sommes à l'université de Pékin, dans le département des lettres, avec un professeur chinois, outre M. Wang Wei, M. Du Yue et moi-même. Il y a un professeur chinois avec une veste bleue, membre correspondant de l'Institut
et plus particulièrement de l'Académie des inscriptions et belles-lettres française, qui nous a accueillis sur place et avec qui nous avons évoqué les possibles collaborations. Je pourrais revenir avec vous, si vous le souhaitez, sur les quelques thèmes que nous avons abordés. Voilà, vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Alors, après avoir fait cette rencontre à l'université de Pékin, je me suis rendu en province, à Baoding, une petite ville chinoise d'1,5 million d'habitants, et avec sa banlieue environ 10 millions. Enfin, on est toujours dans cet ordre de grandeur. Hein, il n'y a pas de province chinoise sans une capitale d'au moins 10 millions d'habitants. Ça va de soi. Alors, cette université a un intérêt, c'est qu'elle est à l'origine du mouvement de modernisation que les Chinois ont lancé au début du XXe siècle, avec l'idée de former des ouvriers sur le modèle de ce que faisaient les Occidentaux. Et ils se sont en particulier intéressés au cas de la France. Ça va donner naissance, après la Première Guerre mondiale, à l'Institut franco-chinois de Lyon, dont je parlerai en conclusion. Continuez. Voilà, nous avons ici quelques photos de nos rencontres. Ici, nous sommes sur le site du premier institut. Oui, non, passez à la suivante. Vous voyez un bâtiment qui date du début du XXe siècle. C'est le cœur de ce mouvement dit d'auto-renforcement qui visait à ce que des jeunes Chinois se forment aux techniques occidentales pour moderniser le pays et l'industrialiser. Ces jeunes ont constitué assez largement les cadres dirigeants du futur Kuomintang, qui actuellement est l'un des deux partis existant encore à Taïwan, parti qui, à la différence du Parti démocrate, est pour l'unité de la Chine. L'unité de la Chine, ça ne veut pas dire forcément la dépendance par rapport au Parti communiste de Pékin. Il y a quand même plus qu'une nuance là-dedans, mais ils sont pour l'unité de la Chine, alors que le Parti démocrate, lui, est en faveur de l'indépendance de Taïwan, tout en accompagnant ça de beaucoup de nuances. On est chez les Chinois, hein, on n'est pas en Russie. Voilà, vous pouvez passer la suivante. Voilà, alors ici, une image pour vous faire rire un peu. Je suis avec la municipalité de Baoding, et inutile de vous dire que tous sont membres de l'organisation que vous connaissez bien. Voilà. Hein. Et la personne qui est à ma droite, c'est le premier secrétaire. Alors c'est intéressant parce que ce que cette université attend de nous, c'est de l'aider à aller dans la voie du développement durable, en y incluant évidemment toute l'approche patrimoniale qui devient de plus en plus une des préoccupations en Chine, au moment où la modernisation a déjà détruit malheureusement beaucoup de choses, mais tout n'est pas détruit. Oui. Monsieur Wang Wei? Oui, je suis là. Bon. Monsieur Panjou. Voilà, on vous entend très fort. Donc, ok. Je m'excuse énormément parce qu'en ce moment, j'ai une mission en Chine. Donc, la connexion sur les zones en Chine est très mauvaise. Donc, je vais pas vous tenir longtemps. Donc, je voulais dire,
avec Monsieur Barjou, le secrétaire perpétuel, notre mission en novembre en Chine a été vraiment une réussite. Donc, pour la collaboration avec les universités, on a bien établi la coopération avec l'Université de Pékin, avec l'Université de Zhejiang et aussi avec l'Université de Sun-Yat-sen. Et de l'autre côté, monsieur le secrétaire perpétuel a été reçu par les autorités chinoises de le plus haut niveau. Par exemple, à Pékin, monsieur le secrétaire perpétuel a été reçu par le numéro 1 de la municipalité de Pékin et accompagné par les maires, les vice-maires de la municipalité de Pékin. Et aussi, monsieur le secrétaire perpétuel a été reçu par le numéro 1 de la municipalité de Baoding, de Hebei province. Et à Canton, monsieur Barjou a été reçu par le gouverneur de la province. Et troisième point, monsieur Barjou a proposé par le ministre de l'Éducation chinoise pour assurer le poste de président de l'Institut franco-chinois. Parce que l'Institut franco-chinois a été créé en 1921. C'est une institution unique et historique. Il y a plus de 100 ans. C'est un symbole de l'amitié, de coopération intellectuelle et échange humain entre la Chine et la France. Donc, ça, c'est mon compte rendu. Donc, je vous remercie énormément pour la contribution de M. Barjou et de l'Académie pour notre engagement en Chine. Merci pour votre attention. Nous allons poursuivre, si vous le voulez bien. Continuer. Voilà. Nous allons quitter Pékin. Nous prenons l'avion pour nous rendre à Hangzhou, dans la région de Shanghai. Et là, je me suis rendu à l'université du Zhejiang, où enseigne notre correspondant et ami, le professeur Liu Wenli. Et j'y ai présenté une conférence sur existe-t-il un modèle français de capitalisme? Parce que la Chine, on est toujours dans le paradoxe. Vous ne parlez pas de politique, mais vous pouvez parler d'économie tant que vous le voulez. Enfin, c'est sachant que tout de même les frontières ne sont pas toujours aussi nettes qu'on veut bien le dire, mais voilà, on est arrivé à s'en sortir. Alors, je précise que cette conférence, je l'ai faite dans 2 universités, outre l'université du Zhejiang, la plus prestigieuse. Vous pouvez passer au suivant, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez ici le plan tel que je l'ai présenté. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps, hein. En fait, j'ai présenté le capitalisme français du 19e avec l'idée de l'État modernisateur, hein. C'est Louis-Philippe, c'est Napoléon III, mais c'est aussi le développement très fort qu'a connu la France juste avant la Première Guerre mondiale, enfin, la belle époque. Voilà. Et il faut bien dire que à cette époque, si la France s'est positionnée de manière positive sur le marché international, elle le doit plutôt à une spécialisation dans les services que dans l'industrie. En fait, les Français sont plus doués pour les services que pour l'industrie. Et puis d'autre part, ils ont bénéficié de 2 atouts majeurs, leur banque. Il ne faut jamais oublier que
plus importante banque commerciale du monde en 1914, c'était le Crédit Lyonnais. C'était pas une banque américaine, c'était pas une banque française, c'était pas une banque allemande. Et puis d'autre part, les public utilities, les travaux publics, puisque en 1914, eh bien, on était presque l'équivalent de la Grande-Bretagne en matière de réalisation de grands travaux, avec des points forts dans les ports, dans les ponts, etc. Domaine dans lequel la France est restée encore relativement compétitive, malgré tout. Hein. Et puis le XXe siècle, avec une mutation du modèle français, autour de 4 axes, le passage à la société anonyme par action, hein, la généralisation de la société anonyme par action, l'américanisation, dont l'automobile française est un excellent exemple, hein, André Citroën qui monte sa 5 chevaux au sommet de la Tour Eiffel et l'éclair en 1929 pour vendre ses automobiles. Le développement de l'économie mixte, ça c'est bien connu, ça commence notamment avec la Première Guerre mondiale, les nationalisations du Front populaire et surtout les nationalisations de l'après-deuxième guerre mondiale et du début des années 80. Et puis enfin, la globalisation qui a transformé les conditions d'exercice de l'entreprise sur le marché mondial. Voilà. Nous passons à... Alors ici, nous sommes avec le professeur Liu Yimin, membre correspondant de notre académie, et nous sommes en train de présenter l'affiche titrant ma conférence. Voilà, nous sommes à l'université de Zhejiang. La suivante. Voilà. Alors, un peu plus tard, un jour après, je me suis rendu dans une autre université, l'université normale de Hangzhou. Université normale, c'est l'équivalent chez nous d'école normale. Simplement, la Chine, c'est immense. Quand on forme des enseignants, c'est toujours par milliers ou dizaines de milliers. Mais l'esprit, la forme d'organisation, c'est celle des écoles normales. Et donc la jeune fille qui se trouve à ma gauche, en fait, a été mon élève et a même obtenu le prix de la recherche de l'Académie il y a 2 ans, Madame Gong Tianhui. Merci. J'espère que ce n'est pas une drogue syrienne. C'est pas ce que ça peut donner. Nous passons à la suivante. Voilà. Troisième étape, c'est la province du Guangdong, Guangzhou, vous voyez indiqué en rouge. Nous sommes dans le fameux delta des Perles, hein, la rivière des Perles, avec bien sûr Shenzhen, Hong Kong, Macao, etc. Et puis un certain nombre d'autres villes qui ont été des zones d'expérimentation économique dès le début de la réforme et ouverture de Deng Xiaoping. Voilà. La suivante. Alors, nous avons établi un partenariat avec l'université Sun Yat-sen qui, peut-être à la différence des autres universités, est plus intéressée par le niveau bibliothèque. Et nous avons eu une réunion de travail à laquelle Pierre-Yves Belfils a été associé, au cours de laquelle la délégation de Sun Yat-sen nous a remis des documents originaux
qui sont présentés dans la vitrine qui mène qui ouvre la bibliothèque. Voilà, c'est ce document qui est tel qu'il est présenté sur la photo, qui est entièrement calligraphié. Hein. Et en contrepartie, nous passons à la suivante, nous sommes allés porter à l'université Sun Yat-sen des documents originaux que nous avons, nous, en double. Je vous rassure, hein. On ne va pas se déshabiller pour une autre bibliothèque. En revanche, puisqu'ils nous ont donné un document original, nous leur avons porté quelques livres originaux de notre collection. Et donc, il y a eu une cérémonie officielle dont vous voyez une photo. La suivante. Nous sommes rendus à l'université Sun Yat-sen pour une deuxième raison, c'est que l'université Sun Yat-sen fête ses 100 ans. L'université Sun Yat-sen, c'est l'université fondée par le docteur Sun Yat-sen, le fondateur du Kuomintang. Voilà, et donc il faut se représenter que cette université a bien sûr une coloration qui ne fait aucun doute, hein. Le rouge est omniprésent, mais la nuance, c'est que la personnalité de Sun Yat-sen est toujours mise en valeur à côté de celle des communistes, dans un esprit, disons, de mieux tenir la population. Enfin, c'est de la bonne politique. Voilà. Nous continuons. Il n'y a plus rien. Donc, je peux passer à la conclusion. Je peux passer à la conclusion et ma conclusion sera de dire deux mots de l'Institut franco-chinois dont on a parlé tout à l'heure. Je prends quelques informations pour vous rappeler que cet Institut franco-chinois a été fondé en 1921 avec l'idée de développer les échanges éducatifs, académiques, scientifiques entre la France et la Chine. Et y ont été formés plusieurs générations de cadres chinois. Il y a notamment deux personnalités bien connues de l'histoire de la Chine, bien connues de pratiquement tous les Français. Le premier, c'est Zhou Enlai, et puis le deuxième, c'est Deng Xiaoping. Donc, vous voyez, c'est un institut qui a joué un rôle très important dans la formation des élites. Une partie de ces élites se sont retrouvées du côté du Kuomintang, et il y en a même un héritage du côté de Taïwan, mais relativement limité. Voilà. Cet institut franco-chinois, nous avons contribué, Jean-Louis Oliver et moi, à le réveiller. J'en suis devenu le président, et monsieur Du Yue, que je vous ai présenté tout à l'heure, en est le président délégué. L'objectif, c'est d'avoir une structure intermédiaire entre les universités, les centres de recherche français et leurs homologues chinois. Sous un régime de droit français, ce qui a l'avantage de nous permettre de conserver le contrôle des opérations sans être à la remorque des Chinois qui, il faut bien le dire, ont plus d'argent que nous. Et donc, nous ne pouvons pas en dépendre entièrement.
je m'arrête parce que mon réservoir semble vide et je vais répondre à vos questions. Oui, je vous en prie. Oui, ce n'est pas une question que je vais vous poser, mais c'est une observation que j'aimerais faire en ma qualité de notaire, puisque notaire je fus pendant près de 40 ans. Vous parliez de l'influence donc de la France en Chine, et il y a une victoire extraordinaire qui a été remportée par notre pays et dont il n'a jamais été fait publiquement allusion. Et il faut le regretter. Que s'est-il passé? La Chine donc s'ouvre, veut devenir moderne, et ils ont besoin de juristes proches de la population. Et les Chinois ont envoyé des délégations dans différents pays des systèmes modernes de droit, c'est-à-dire les pays de droit romaniste, dont nous faisons partie, et les pays de droit anglo-américain. Et ils ont regardé ce qui fonctionnait le mieux pour apporter donc aux populations ce secours juridique. Et après bien des études, ils ont décidé que finalement, le système le meilleur était le système notarial français. C'est ainsi que la Chine se trouve posséder aujourd'hui un système qui est calqué sur celui du notariat français. C'est une victoire extraordinaire dont personne n'a fait allusion, même pas le Conseil supérieur du notariat, et ceci est dû à deux personnes, pas 52, le professeur Michel Grimaldi de l'Université de Paris 2 et mon confrère et ami d'ailleurs, je dois dire, l'un et l'autre, Jean-Paul Decor, qui est notaire à Marseille et qui est ancien président du Conseil supérieur de notariat français et de l'Union internationale du notariat latin. Voilà ce que je voulais vous dire parce que on n'en a jamais parlé, c'est une victoire extraordinaire et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? J'ai laissé en creux les thématiques que nous souhaitions aborder. Ah, il y a quelqu'un? Je vous en prie, monsieur. José, je voudrais apporter un complément concernant les étudiants chinois qui étaient venus à Lyon en 1921. Bon, dont, comme vous l'avez signalé, Du Enlai et Deng Xiaoping. Bon, en fait, très vite, on s'est aperçu que les malheureux Chinois n'avaient pas de ressources, donc on leur a demandé de travailler dans les usines. C'est pourquoi ces deux personnalités ont tous deux été ouvriers chez Renault. Merci. Vous avez très bien fait, et l'expérience qu'ils ont acquis comme ouvriers a été l'un des arguments qui ensuite leur a permis de grimper dans la hiérarchie, car en fait, dans cette expérience qu'ils ont connue à l'Institut franco-chinois, ils rejoignaient les préoccupations que je vous ai présentées à propos de Baoding, c'est-à-dire l'idée que les Chinois devaient aller à l'étranger pour apprendre à devenir des ouvriers modernes susceptibles de jeter les bases de ce que devrait être plus tard l'industrialisation chinoise. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait de manière aussi brillante que cela était prévu du point de vue chinois. Je le concède très volontiers, mais il y a réellement eu un transfert de technologie à travers cette expérience
l'Institut franco-chinois. Il y a d'ailleurs eu un nombre certain d'ingénieurs chinois qui ont jeté les bases de leur formation à travers cet Institut franco-chinois. Je vous en prie. Y a-t-il des relations entre Taïwan et l'Institut franco-chinois? Non, il n'y a pas de relation, parce qu'il n'y a pas de relation entre la Chine et Taïwan. Voilà. La raison est très simple. Je dois préciser que l'absence de relations officielles ne signifie pas qu'il y ait des relations de personne à personne. Quand j'étais au Forum de Pékin, j'étais avec une bonne douzaine de Taïwanais de haut niveau, enfin, qui venaient des principales universités. Ce qui veut dire que les échanges scientifiques, dans une certaine mesure, sont tout à fait admis. Mais ce qui n'est pas admis, c'est que vous ayez un accord entre une université de Taïwan et une université de Pékin, et vice-versa. Oui, il y a une dame. Oui, qui veut poser sa question? Ah, c'est vous, parce qu'on me désignait le fond, donc je cherchais... Comment se concrétisent aujourd'hui les liens maintenant qui dépassent le centenaire entre la France et l'Institut franco-chinois? Dans quel domaine s'exerce-t-il? Quelle est la force des échanges entre les étudiants chinois et la France et l'inverse? Alors, il faut distinguer deux choses, hein. Il y a l'histoire propre de l'Institut franco-chinois. L'Institut franco-chinois a connu les vicissitudes globales des relations entre la France et la Chine. C'est-à-dire que vous avez eu de bonnes relations dans les années 1920. Les années 1930, c'est une crise épouvantable en Chine, hein, avec l'arrivée des Japonais, etc. Les liens se sont interrompus. Il y a eu une reprise en 1949, dans la période où le régime communiste chinois était en train de se chercher. Hein. Il y a eu un mouvement de libéralisation, celui des sans-fleurs. Enfin, voilà, il y a eu une période pendant laquelle, au fond, le modèle chinois était à la recherche de ces grands principes. Et puis, comme vous le savez, l'influence russe est devenue grandissante, notamment à cause de la guerre de Corée. Enfin, le tournant, ça a été vraiment la guerre de Corée. Il y a eu ensuite des relations très difficiles entre la Chine et la Russie, hein, à partir des années 60. Il y a eu une rupture. Il y a eu la révolution culturelle, ce qui fait que tous ces événements ont rendu pratiquement impossible le fonctionnement normal de l'Institut franco-chinois. Et ce qui a réveillé l'Institut franco-chinois, c'est la politique de Deng Xiaoping de modernisation et d'ouverture, avec un nouveau un coup de frein autour de Tiananmen, hein, bien sûr, et puis une reprise dans les années 2000, reprise qui s'est poursuivie jusqu'à la crise de la Covid. La crise de la Covid a suspendu l'activité de l'Institut franco-chinois, et c'est seulement maintenant que cet Institut franco-chinois renaît. Il faut bien dire qu'au point de départ, il a été fondé à Lyon. Il a été fondé à Lyon. Au début, c'était un atout, parce que Lyon, c'était la ville de la soie. C'était la ville française qui avait le plus de liens avec la Chine. C'était logique. Mais ce qui était vrai dans les années 1920 n'était plus vrai
dans les années 1980, où la soierie est devenue une industrie chimique de haut niveau, et pour laquelle la France a vu apparaître des concurrences, notamment japonaises, et puis ensuite chinoises, qui ont fait que le pôle de référence que constituait Lyon s'est effacé. Et c'est la raison pour laquelle l'orientation nouvelle de l'Institut franco-chinois, c'est d'avoir une optique beaucoup plus nationale, alors que jusque-là, on était centré sur Lyon. Et l'un des enjeux des mois à venir, ça va être de faire de cet institut un levier pour les relations de l'ensemble du système universitaire français avec le système universitaire chinois. Justement, à ce propos-là, je voulais signaler que M. Du, le vice-président de cet institut, avant de venir à Paris, il était au ministère de l'enseignement chinois où il a fait une grande partie de sa carrière, c'est déjà une bonne préparation, et qu'à Paris, il est nommé à l'UNESCO chargé du développement international, notamment l'Afrique, parce qu'il est évident que les Chinois s'intéressent beaucoup à l'Afrique dans de nombreux domaines et que c'est un élément pour s'intéresser à l'Académie des sciences d'outre-mer et s'intéresser à la francophonie. Ce qu'il faut bien noter, c'est que leur intérêt économique, technologique, commercial pour l'Afrique s'est manifesté relativement récemment, mais que la connaissance académique de l'Afrique est très pauvre. Est très pauvre. C'est-à-dire que par rapport à nous, ils ne savent pas grand-chose. Et donc, l'intérêt d'avoir une coopération avec la France est évidente. Comme d'ailleurs l'intérêt est évident d'avoir de bonnes relations avec le Portugal, avec l'Espagne et d'autres, ou avec l'Italie, enfin des pays qui ont eu une implantation forte en Afrique. C'est le cas aussi avec la Belgique, parce que l'ARSOM, notre académie sœur, a des liens très étroits avec l'Académie chinoise des sciences. C'est d'ailleurs une des perspectives que nous avons de coopérer avec l'ARSOM pour une prochaine rencontre, puisque vous savez qu'on a des rencontres avec eux tous les deux ans. Oui, c'est M. Bousquet. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Quelles sont les perspectives à court terme de l'activité de l'Académie avec toutes ces relations qu'on a nouées? Alors, le premier niveau, c'est évidemment la collaboration entre bibliothèques. Parce que les Chinois, comme d'ailleurs tous les extrêmes-orientaux, sont vraiment attachés à développer les bibliothèques, à développer l'accumulation de connaissances. Évidemment, la France, avec ses bibliothèques très anciennes, très bien dotées malgré tout, même si on a de la peine à suivre aujourd'hui le mouvement, ben ça les intéresse. Et vous l'avez bien vu, nous avons une collaboration étroite qui est en train de s'établir avec l'université Sun Yat-sen de Canton. Ce qui n'est pas étonnant, puisque Canton, c'est la ville la plus anciennement liée à la France, et notamment à Lyon. Voilà, il faut bien dire ça. Donc, c'est la coopération en matière de bibliothèque.
d'échange d'informations. Vous savez, dans les grandes bibliothèques des universités chinoises, on trouve énormément d'ouvrages français. Ils les achètent. Ils sont très, très actifs. Ils font comme avant eux les Japonais, les Coréens, les Taïwanais. Enfin voilà, on est dans cette logique. Le deuxième axe, c'est qu'il y a des thématiques qui intéressent particulièrement les Chinois. Alors, il y a d'abord une thématique très forte qui tourne autour des eaux. Et en particulier, c'est la raison pour laquelle Jean-Louis Oliver est présent ici, c'est que tout de même, quand on va en Chine du Nord, la crise de l'eau, c'est quelque chose qu'on voit partout. Il y a vraiment une crise de l'eau. Hein. Et les Chinois sont demandeurs de l'expertise française en matière d'hydraulique. Alors ça, c'est un des sujets sur lesquels on peut travailler. Et on peut travailler aussi avec les Belges, parce que la question des eaux, vue plutôt sous l'angle maritime, c'est un questionnement très important de l'ARCOM. Un autre domaine dans lequel la collaboration est très souhaitée, c'est tout ce qui concerne la valorisation et l'entretien du patrimoine, notamment du patrimoine historique et du patrimoine naturel. La gestion des espaces verts. Un troisième thème sur lequel la collaboration serait intéressante avec des équipes chinoises, c'est tout ce qui concerne la formation professionnelle. Un quatrième thème qui les concerne, qui les intéresse beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour de la question du vieillissement. C'est évident, quand on se rend en Chine, régulièrement, comme je l'ai fait depuis 2010, le vieillissement, ça se voit de manière spectaculaire. Alors que dans un pays comme la France, le vieillissement, il gagne d'année en année, mais selon un rythme contenu. La Chine, le vieillissement est très, très important. Il y a un autre secteur dans lequel ils sont demandeurs d'études scientifiques, hein, de recherche, c'est tout ce qui concerne les systèmes d'aide à domicile. Car le système français d'assistance à la personne à domicile est particulièrement observé, même admiré par les Chinois. Alors après, il y a des thématiques sur lesquelles on peut aussi travailler avec eux, c'est ce qui concerne le commerce international, la question de la gestion des matières premières, et c'est là qu'on tombe assez facilement sur les problématiques africaines. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Confirmé, lorsque je vais en Chine chez des amis, les grandes questions, c'est comment vous gérez vos anciens. Oui. C'est vraiment la question qui les inquiète. Beaucoup, ils ne savent pas très bien quoi faire. D'autres questions? D'autres interventions? Eh bien, si ça ne vous a pas trop ennuyé, je vous donne rendez-vous à la prochaine manifestation au cours de laquelle nous pourrions mettre en œuvre les axes de coopération que j'ai évoqués. Axes de coopération, ça signifie avoir des doctorants chinois qui viennent travailler en France avec des bourses chinoises, parce que le China Scholarship
donne aux étudiants chinois des bourses qui sont presque comparables en niveau de rémunération à nos contrats doctoraux, donc qui permettent à des étudiants chinois pendant 3 ans de vivre correctement en France en faisant leurs études sans avoir besoin de travailler à côté. J'ai suivi l'escalier. Pardon, j'ai oublié de vous poser une question. Ce qui me préoccupe un petit peu lorsque je vois ce que vous nous présentiez, c'est que tous les documents qui sont présentés sont en langue anglaise. Quel est le sort de notre langue dans toute cette affaire? Alors, il ne faut pas se leurrer. Tous les Chinois sont mis à l'anglais, mais 1% seulement des Chinois sont mis au français, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Néanmoins, le niveau de formation des Chinois en français est souvent très bon dans les universités. Vous êtes même souvent surpris de rencontrer des étudiants qui vous parlent en français et vous leur dites mais vous êtes venu en France faire vos études? Non, ils disent on a appris sur place dans les laboratoires de langue le français, et notamment ceux qui sont passés à l'université de Pékin de langues étrangères, qui jouent un rôle très important dans la formation des diplomates chinois. J'ai le souvenir, j'accompagnais Pierre Génie, oui, dans le cadre d'un sommet des chaires de Sangor de la francophonie à Hanoï. Il y avait un séminaire sur la formation des diplomates francophones. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'y avait qu'un seul pays qui se hissait au niveau de la France en matière de formation de diplomates francophones. Devinez lequel? C'était la Chine. Voilà. Donc il y a un investissement très fort et dont on a eu une illustration lorsque Michel Roussin, Alain Lamballe et moi, nous sommes rendus au Congo. Nous avons pu échanger avec l'ambassadrice de Chine qui venait tout droit de cette école, qui parlait un français parfait et qui s'est permis, devant le président Sassou Nguesso, de chanter les louanges de la France. Voilà, alors évidemment, on ne se laisse pas tromper sur le sens de la démarche, mais c'est significatif du fait que dans l'ère francophone, il ne faut surtout pas négliger l'action des Chinois. Et ça vaut aussi pour l'UNESCO, parce qu'à l'UNESCO, les Chinois sont très très importants. Et notamment parce qu'ils ont une très bonne connexion avec les Africains. Monsieur Dou pourrait en parler évidemment beaucoup mieux que nous. Oui, cette année, c'est l'anniversaire de la reconnaissance de la Chine. Voilà. Donc il y a effectivement une recrudescence d'intérêt et de reconnaissance vis-à-vis de la France. Et à cette époque-là, d'ailleurs, en reconnaissance de cette ouverture faite par la France, les dirigeants chinois ont encouragé l'université de Wuhan à avoir une formation spécifique en français. Donc je connais certaines personnes qui sont allées là-bas pour enseigner le français aux Chinois qui après font carrière dans les ambassades, à l'UNESCO ou en Afrique. Et donc c'est peut-être intéressant de penser à cette université parce qu'elle est un gisement de savoir en matière de francophonie. Et pour l'Académie des sciences d'outre-mer, ça peut être bénéfique. Alors, je ferai 2 observations. La première, c'est que l'université de Wuhan,
c'est en effet le premier centre de formation à la francophonie en Chine, et que deuxièmement, nous avions passé, au titre de l'Académie des sciences d'outre-mer, il y a quelques années, un accord avec l'université de Wuhan, qui ne s'est pas aussi bien passé qu'on l'aurait voulu, parce que nous étions associés avec l'école des chartes, et l'école des chartes, dans le cheminement de la négociation, a de plus en plus omis qu'elle avait un compagnon qui s'appelait l'Académie des sciences d'outre-mer. Donc ça a été un peu une occasion ratée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas repartir sur cette base, mais à mon avis, les universités avec lesquelles nous avons établi des liens, l'université de Pékin ou l'université du Zhejiang ou l'université Sun Yat-sen, sont des universités qui, dans le dispositif chinois, sont beaucoup mieux cotées que l'université de Wuhan. Donc, peut-être moins de francophones en nombre, mais en qualité, on peut avoir les meilleurs, je pense. Notamment l'université de Pékin, qui a la réputation historique d'être l'université libérale de Pékin. Très, évidemment, forcément très surveillée, voilà. Est-ce qu'on s'en tient là? Parce que je crois que vous devez être assez fatigué après tout ça. Merci de votre présence. Et puis je vous dis à demain ou plutôt après-demain. Voilà, après-demain. Et puis bien sûr, je compte sur vous pour la remise des prix, parce que là, ce sera un grand jour, d'autant que c'est aussi le jour où nous élisons le vice-président de l'année prochaine. Voilà. Et je pense très fortement au candidat à cette vice-présidence en lui souhaitant le plus grand succès. Bien entendu, je pense que le président Dominici et moi-même, nous comptons sur vous pour faire le bon choix.